S'il y a une phrase en fait qui me définit, c'est certainement la phrase, «Fuck them all», qu'ils aillent tous se faire voir et c'est cette phrase qui exprime, l'idée que je ne dois pas vivre par rapport à la perception, l'opinion des autres sur moi-même et sur ce que je fais dans ma vie, mais au contraire sur moi-même et ce que j'ai envie de faire et sans m'intéresser à ce que les autres, peuvent penser et à me détacher du regard des autres. Je crois qu'il faut pouvoir et Bonjour, je savoir. suis Lucie Rondelet, fondatrice de Celle qui ose, et il me tenait vraiment à cœur de prendre la parole en ce début d'épisode pour vous présenter Aurélie Jean. Aurélie Jean est numéricienne, spécialiste en modélisation algorithmique, autrice, entrepreneur et féministe. Son audace n'a d'égal que sa pédagogie, tandis que son travail indispensable permet de rendre accessibles des concepts complexes. Bref, c'est un honneur de l'avoir reçue dans Celle qui ose. Je vous souhaite de passer un excellent moment en compagnie d'Aurélie Jean. Bonne écoute! Moi, j'ai grandi, j'ai été élevée par mes grands-parents, depuis tout bébé et c'est vrai que j'ai eu la chance, comme je dis très très souvent, d'être élevée, par, des pré-68ards, progressistes aux valeurs traditionnelles. Donc en fait, un mélange assez joli pour éduquer un enfant et j'avais cette chance d'avoir, un grand-père féministe et ouvert sur le monde et qui m'a, encouragée dès toute petite en fait à m'interroger, à poser des questions, sur mon environnement, sur pourquoi la Terre est ronde, pourquoi le ciel est bleu, pourquoi l'eau bout, à 100 degrés et cetera. Toutes ces choses-là en fait je pense ont cultivé ma curiosité et la curiosité c'est quand même une belle qualité dans la vie, qui est souvent pas forcément bien prise. C'est-à-dire que j'ai souvent entendu, «Ne sois pas curieuse, ne pose pas de questions». J'entends ces choses-là encore aujourd'hui, même vis-à-vis d'enfants ou d'adultes et je pense que c'est une mauvaise manière d'approcher les choses, la curiosité étant pour moi le meilleur des moteurs dans la vie. Donc j'ai été élevée avec beaucoup d'amour, beaucoup de curiosité et beaucoup de moments passés, avec mes grands-parents, dans une sorte de cocon qui me représente bien puisque je suis une introvertie et donc j'aime, les moments passés avec peu de gens, mais des moments où on crée, ce que j'appelle des souvenirs profonds, qui restent à vie. Alors je sais pas si j'ai un moment en particulier, par contre je me souviens très bien, durant ma scolarité, en particulier quand j'étais en classe élémentaire, je déteste l'injustice. C'est quelque chose qui est épidermique chez moi, que je rejette. Et j'ai fait un travail sur moi pour, non pas pour l'accepter, mais pour réagir de manière moins chaude à l'injustice et plus rationnelle, moins épidermique en tout cas. Et c'est vrai que quand j'étais en école élémentaire, on est toujours face à des injustices que d'autres enfants vivent parce que soit un enseignant, soit quelqu'un en centre aéré a mal perçu une situation, a mal jugé la situation et aurait puni un enfant au lieu d'un autre. Et c'est vrai, ou un enfant qui a été maltraité par un autre enfant et autres. Et c'est vrai que j'avais ce côté un peu à intervenir à rétablir la vérité, à dire les choses, à défendre celui qui avait subi une injustice et autres. Et mon grand-père a été quelquefois appelé à l'école, non pas parce que j'avais un mauvais comportement, absolument pas, mais parce que j'avais tendance voilà, à vouloir réparer les injustices. Et mon grand-père m'avait dit cette phrase très jolie, il m'avait dit: ce que tu fais, c'est bien, mais fais attention à comment tu le fais. Et plus tard, lorsque tu auras justement le pouvoir de le faire, tu pourras le faire sans limite. Et c'est justement cette force du pouvoir que je décris souvent. C'est-à-dire que dans la vie, il y a deux types de gens. Il y a les gens qui veulent du pouvoir et seuls ceux qui veulent du pouvoir pour avoir de l'influence. Et donc, j'avais compris très jeune que ce que je voulais, c'était avoir de l'influence. Donc, clairement, j'ai pas un moment en particulier, mais ce sont des petits moments où j'intervenais pour réparer, en espérant réparer des injustices que d'autres enfants de ma classe ou de mon école subissaient. Eh ben, il y a un truc, on peut plus gagner de bataille. Alors on va lui crever les yeux avec une aiguille et les paupières avec du fil. Non, laissez-lui son frère. Puisqu'il nous a fait du mal à tous, on va d'abord le fouetter. Chacun son coup. Après on verra. Je sais pas si le fait d'avoir été élevé par des personnes plus âgées que les gens de l'époque qui avaient des enfants, parce que par ailleurs mes grands-parents avaient un âge qui est aujourd'hui un âge de certains parents. Je sais pas si ça a joué. Je pense que ce qui a joué, c'est le simple fait que mes grands-parents avaient déjà eu des enfants, donc avaient déjà éduqué des enfants, et donc ça a été une sorte de
vie de parent avec moi. Et que mon grand-père, qui me l'a toujours dit aussi, c'est que il travaillait beaucoup lorsqu'il a eu ses enfants, il travaillait de nuit aussi. Et qu'en fait, lorsque je suis arrivée, bah, ma grand-mère travaillait, ce qui n'était pas le cas lorsqu'elle avait ses enfants. Et donc, ma grand-mère devait partager les tâches avec mon grand-père vis-à-vis de moi. Et donc, mon grand-père, ce qu'il n'a pas fait pour ses enfants, l'a fait avec moi, à savoir se lever la nuit, changer mes couches, me donner le biberon. Et ça, le disait, il disait que ça l'avait transformé. Il était déjà féministe, mais ça l'avait rendu encore plus féministe au regard de ce que les femmes prenaient comme charge de travail à l'époque. Et c'est encore toujours le cas dans de nombreuses situations. Donc, je pense que la, je sais pas s'il y a eu une influence vis-à-vis de l'âge en particulier, mais c'était surtout sur le fait que, voilà, j'avais des grands-parents qui ont dû élever une petite fille comme différemment dans des conditions différentes dans lesquelles ils avaient élevé leurs propres enfants. Durant mon parcours scolaire ou professionnel, j'ai fait des choix qui étaient attendus, des choix qui ne l'étaient pas forcément. Et après, c'est la perception que les autres en ont eue est très différente en fonction des personnes, bien sûr, et en fonction de votre âge. Je me souviens de plusieurs cas, par exemple, quand j'étais en terminale, j'hésitais entre la fac de droit et la fac de sciences. Et j'en parle dans mon premier livre, De l'autre côté de la machine, où ma conseillère d'orientation me dit, de toute façon, si tu vas dans les deux, tu réussiras dans les deux, va en fac de droit, tu présentes bien. Et j'avais trouvé cette remarque un peu idiote, et je la blâme pas, hein, ça fait partie des stéréotypes, des biais qu'on pouvait avoir, et c'était quand même il y a très longtemps, hein. En l'occurrence, c'était il y a 24 ans. En réalité, ce qui était intéressant ici, c'est que quand j'en ai parlé à mes grands-parents, ma grand-mère et mon grand-père m'ont dit, mais c'est n'importe quoi, un scientifique présente bien aussi. Et ils m'avaient tous les deux dit, fais ce que tu as envie de faire et ne fais pas ce que les gens te disent de faire. Et du coup, j'avais été en fac de sciences, qui je pense a été la meilleure des décisions que j'ai prises. Non pas que la fac de droit n'est pas bien, mais parce que je me suis vraiment éclatée dans les matières scientifiques. Après, il y a eu un autre cas lorsque j'étais au MIT. J'avais candidaté pour des postes de prof aux États-Unis. J'avais eu 2 postes de prof et que j'avais décliné parce que je ne me voyais pas vivre dans ces coins des États-Unis qui n'étaient pas des grandes villes. Et c'est vrai que mon directeur de recherche m'avait dit cette phrase, donc il s'appelait Raoul Radovitzky, cette phrase assez fulgurante. Il m'avait dit, mais en fait, tu réalises à travers cette expérience que tu n'es pas prête à tout pour être prof. Et en effet, j'étais pas prête à tout, à savoir d'aller habiter n'importe où, travailler dans n'importe quelles conditions, et alors que j'avais des conditions extraordinaires financières et d'encadrement et autres, mais pas dans des endroits où je me voyais vivre en couple, avoir une famille et autres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'ai pris la décision de ne pas devenir prof, de ne pas prendre ces postes de prof aux États-Unis. Et mon directeur de recherche m'a encouragé à le faire parce qu'il m'a dit, mais en fait, tu dois faire les choses pour toi et pas ce que la société attend de toi. Pour moi, ça a été quelque chose d'intéressant qui a pu étonner, en fait. Parce qu'il faut une certaine maturité aussi pour réaliser ce qu'on n'est pas capable de faire comme compromis pour arriver à ses objectifs. Et une autre décision que j'ai prise qui a beaucoup étonné, pareil, mes proches m'ont soutenue parce que mes proches m'aiment et ils veulent le meilleur pour moi. Quand j'étais à Bloomberg, donc je travaillais presque 2 ans à Bloomberg, où j'étais développeuse scientifique, je développais des modèles algorithmiques. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai appris à ce moment-là que ma grand-mère avait un deuxième cancer. Et en fait, à l'époque, donc j'étais à Bloomberg, très bien payée, conditions. Je m'ennuyais intellectuellement beaucoup. Et en fait, j'ai quitté Bloomberg pour 2 raisons. La première étant que je m'ennuyais beaucoup intellectuellement, et mes managers l'ont compris, ils m'ont vraiment soutenue. Et la deuxième, que je n'ai évoquée que bien plus tard, ayant peur en fait des réactions des gens, et je me suis dit, c'est une décision très personnelle, seuls mes proches le savaient, que je voulais en fait passer plus de temps avec ma grand-mère. Et c'est important à souligner parce qu'en fait, j'ai pris une décision personnelle, qui était importante pour moi et importante pour ma grand-mère, et j'ai passé plus de temps avec elle, et c'est comme ça que j'ai pu revenir en France un petit peu. Et pour moi, c'était important de le faire, et ça a été la meilleure décision de ma vie. Et c'est intéressant parce que c'est la première décision de ma vie que j'ai prise avec mon cœur et pas avec mon cerveau. Et ça a été la meilleure décision, puisque toute la suite qui en a découlé vient de cette décision. C'est-à-dire mon retour en France, puis je suis repartie aux États-Unis quand ma grand-mère est partie. Mais j'ai fait plein de choses, j'ai commencé à écrire des livres, j'ai repris la recherche. On a pu créer une boîte dans le domaine médical, j'ai pu reprendre un peu l'enseignement, j'ai pu faire plein de choses et gagner ma liberté que je voulais aussi par ailleurs. Parce qu'à 30 ans, quand on me demandait ce que je voulais faire à 40 ans, je disais je veux être libre. Libre de travailler où je veux,
quand je veux, avec qui je veux, sur ce que je veux. Alors ça peut paraître être un caprice, mais je pense aujourd'hui y être arrivée en travaillant beaucoup, certes, mais en travaillant sur des projets excitants avec des gens formidables, quand je veux. Et le quand je veux est important, puisqu'en fait, c'était important, en tout cas, moi, quand j'étais proche de ma grand-mère en France, où il fallait que je sois là, en fait, physiquement à certains moments, et puis le faire aussi parce que j'avais le travail que j'avais en tant qu'entrepreneur et des gens avec qui je travaillais qui comprenaient aussi ça. Donc je pense que ce seraient les quelques décisions qui ont peut-être pu étonner, mais pour lesquelles, en fait, j'ai été soutenue, je pense. Moi, je me définirais pas comme une pionnière, même pas du tout, parce qu'il y a plein de femmes avant moi qui le font encore aujourd'hui, des deux côtés de l'Atlantique, où je passe une bonne partie de ma vie. Je dirais plutôt qu'il faut que les femmes scientifiques, et j'en connais énormément dans mon domaine, puissent parler à qui on donne la voix. Et je le dis d'autant plus que souvent, lorsque je ne vois aucune femme à certains endroits et qu'on me dit, bah oui, mais il n'y en a pas, on n'en a pas trouvé, en fait, ils n'ont pas véritablement cherché ou pas cherché comme il fallait chercher. Et cela passe par les éléments de langage qu'on utilise lorsqu'on parle à ces femmes, soit pour un job, soit pour assister à une conférence, participer à une conférence, soit pour aller en interview, etc. Je dirais que le meilleur moyen pour créer un environnement inclusif, et moi je pense avoir réussi à le faire, c'est d'avoir des alliés. C'est-à-dire que d'avoir des alliés femmes, des alliés hommes. Et comme je le dis souvent, moi j'ai principalement évolué dans des équipes où il y avait une majorité écrasante d'hommes, écrasante, hein, que ce soit pendant mes études ou dans mes différents jobs après. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir quasi parité dans mon équipe parce que je l'ai voulu en fait, parce que je l'ai cherché. Mais c'est vrai que si j'ai eu l'impression et si j'ai eu la chance de travailler dans des milieux inclusifs, alors qu'il y avait une majorité écrasante d'hommes, c'est parce que j'avais des hommes avec moi qui comprenaient la situation, qui comprenaient le défaut de la situation, à savoir qu'il n'y avait pas de femmes et les conséquences de ça dans notre milieu, dans notre domaine, et qui voulaient absolument créer cet environnement d'accueil pour les femmes. C'est important parce que systématiquement, lorsqu'on parle en fait d'inclusion, lorsqu'on parle de diversité, c'est des mots qui sont un peu des buzzwords, des mots buzz qui font très mal réagir certaines personnes en disant mais on prend des gens pour leur talent. Mais on n'a jamais dit le contraire. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut d'une part aller parler à tout le monde pour aller chercher dans un pool de talents plus large de façon à s'assurer qu'on puisse aussi embaucher des femmes. Et par ailleurs, lorsqu'on est dans un milieu professionnel, dans une équipe, il faut s'assurer qu'on ait les bons comportements, les bonnes attitudes, les bons réflexes pour que chacun trouve sa place. Et c'est ça, en fait, qu'on dit. Et pour ça, il y a besoin d'énormément de pédagogie aussi pour expliquer ce qu'est la diversité, ce qu'est l'inclusion. Et c'est quelque chose, en fait, dont on pense en France, on n'en parle pas assez. On en parle sous l'angle de la com, c'est-à-dire du diversity and inclusion washing, mais pas assez sur les véritables apports et ce qu'on fait. Et moi, je suis féministe libérale et quand je parle de féminisme, tout de suite, il y a toujours quelqu'un pour me dire, ah non, non, mais attends, un homme en l'occurrence, toujours un homme pour me dire, non, non, mais attends, on est pareil. Moi, je suis pour l'universalisme, on est tous pareils et tout. Et en fait, souvent, je le dis systématiquement, je dis, mais en fait, tu ne peux atteindre l'universalisme que si tu prends en considération les différences de chacun pour pouvoir justement tendre vers une certaine équité, égalité de traitement et donc d'accès aux mêmes chances de réussir et de grandir. Parce que sans ça, en fait, on ne peut pas tendre vers l'universalisme. L'universalisme n'induit pas l'effacement des différences entre les gens. Ça induit la prise en considération des différences pour donner à chacun les mêmes chances de réussir. C'est ça que ça dit. Pour justement qu'à la fin, on ne fasse plus attention au fait que c'est un jeune, une personne moins jeune, plus âgée, homme, femme, de couleur, pas de couleur et autres. Donc je pense que c'est beaucoup de choses à la fois, en fait, de créer un environnement inclusif, c'est de considérer les différences, c'est de créer des environnements qui accueillent, d'avoir aussi une tolérance zéro envers certaines remarques ou certains comportements. Celle qui ose. C'est intéressant parce que lorsque les gens regardent le succès d'une personne, ils ne pensent jamais à ses échecs. Or, quelqu'un qui a réussi n'a fait que échouer jusqu'à réussir. Et c'est quelque chose, c'est intéressant, je dis souvent en France, il y a deux choses qu'on n'aime pas, c'est la réussite et l'échec. La réussite parce qu'on y met des soupçons sur cette réussite, et puis l'échec parce qu'on veut pas en parler, parce que c'est mal, parce que c'est sale. Et par ailleurs, concernant les femmes, c'est là que c'est d'autant plus intéressant, c'est que la réussite, elle est tout de suite remise en question chez la femme. Et je dis souvent, il y a trois mythes sur la réussite d'une femme. Le premier, c'est de dire, on va regarder si elle est la fille d'eux, parce que forcément, si elle a réussi, elle est la fille d'eux, alors qu'on peut être tout à fait la fille d'eux et réussir parce qu'on a du talent et parce qu'on a fait des choses.
Ensuite, si on n'est pas la fille d'eux, on va regarder si on est la femme d'eux. Pareil, on peut être la femme de quelqu'un et réussir, ça n'a rien à voir par ses propres moyens. Puis enfin, si elle n'est ni la fille d'eux ni la femme d'eux, on va se dire elle a couché. Et c'est quand même des mythes qui résistent au temps et qu'il faut absolument combattre pour mettre en avant la réussite des femmes et valoriser leur réussite. Maintenant, les échecs, moi j'en ai eu plein, mais tellement. Des échecs qui ont consisté, par exemple, le fait de ne pas avoir réussi à avoir un poste de prof dans une fac et dans un endroit où je voulais aux États-Unis, c'est un échec. Mais c'est pas grave. Les échecs, c'est pas grave. C'est comprendre maintenant qu'est-ce qu'on apprend de ces échecs. Et moi, ce que j'ai appris que je n'étais pas prête à tout pour être prof. Et du coup, ça m'a permis de revoir, de revisiter, en fait, mes objectifs professionnels et mes envies. Et je pense que c'est important de le dire, c'est que tous les gens qui ont réussi, dites-vous qu'ils ont beaucoup échoué. Et moi, je rêve, en fait, qu'on puisse davantage parler de nos échecs et un peu moins de nos réussites pour que les gens comprennent que échouer, c'est normal, qu'échouer est une bonne chose. Et que moi, lorsque je rencontre quelqu'un, par exemple, en interview pour un poste, lorsque je cherche à embaucher, je demande souvent aux gens quels sont vos échecs. Parce que si les gens me disent qu'ils n'ont pas échoué, c'est soit qu'ils mentent, soit qu'ils n'ont pas le recul nécessaire face à leur propre expérience de vie, parce qu'il y a des gens qui refusent de mettre le mot échec sur leur expérience de vie. J'ai réussi et j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Et je pense que c'est important de mettre le mot échec et d'expliquer qu'est-ce qu'ils ont appris de cet échec. Donc moi, j'ai eu énormément d'échecs dans ma vie professionnelle et sur lesquels j'ai pu rebondir. Et c'est plutôt une bonne chose, en fait. J'aurais voulu être un artiste. Les gens que j'ai rencontrés en premier qui ont bouleversé ma vie et ma manière de voir les choses, je dirais que c'est mes grands-parents, puisqu'en fait, c'est eux qui m'ont donné la première lentille, la première paire de lunettes pour voir le monde, l'observer, l'analyser et l'appréhender. Après, dans ma vie, j'ai fait plein de rencontres. Il n'y a pas eu une rencontre qui a bouleversé ma vie, mais plein de rencontres ont été là à des moments particuliers. Je pense en l'occurrence quand je suis rentrée à l'université Pierre-Marie Curie et quand j'avais en face de moi des professeurs. Et en particulier, je pense, j'avais des professeurs extraordinaires en mathématiques et en physique, et je pense au professeur Lucille Julien. Et quand je l'ai vue, je l'ai trouvée tellement brillante, et je me suis dit, mais moi, j'ai envie de faire comme elle, et j'ai regardé ce qu'elle avait fait, et j'ai vu qu'elle avait fait un doctorat en sciences. Je savais pas ce que c'était le doctorat en sciences, je connaissais que le doctorat en médecine. Et là, je me souviens m'être dit, voilà, à 18 ans, que je voulais être docteur, comme elle. J'ai aussi un prof de maths et un prof de physique, dont le professeur Chestier, donc à Pierre-Marie Curie toujours, qui m'ont dit il faut que tu candidates à Normal Sup. Puis j'ai fait que des rencontres extraordinaires. Je pense en l'occurrence au professeur George Elgenmeyer, qui est le prof qui m'a embauchée en 2009 quand je suis arrivée aux États-Unis après ma thèse, qui m'a fait prendre conscience du fait que je travaillais bien, que c'était génial, mais que j'avais un problème, c'est que j'avais pas de réseau en fait. Et moi, je ne savais pas qu'il fallait un réseau, qu'il fallait créer en fait un réseau de gens sur qui on pouvait compter et qui pouvaient compter sur nous par ailleurs. Réseau professionnel, j'entends. Et donc, il m'a aidé à faire ce réseau, à construire en fait un réseau puissant qui me permet aujourd'hui aussi de l'utiliser pour aider d'autres gens. Et puis, j'ai rencontré plein de gens dans ma vie. Je pense, alors j'ai rencontré principalement aussi des hommes, tout simplement parce que j'évolue professionnellement dans un milieu principalement d'hommes. Je pense à Ryan Flannery, qui était mon manager, mon premier manager à Bloomberg, et qui a été un allié extraordinaire pour moi et grâce à qui j'ai pu lever le syndrome de l'imposteur. Voilà, il a été d'une grande aide pour moi dans ma carrière. Et puis, je pense aussi au professeur Tara Swart, qui est professeur adjunct faculty donc au MIT, à la Sloan, qui est la business school et que j'ai rencontrée lorsque j'étais au MIT. C'est grâce à elle que j'ai créé ma première boîte, puisqu'en fait, à l'époque, elle voyait comment j'évoluais. Elle me dit, mais un jour, tu seras entrepreneur. Et je dis, non, non, pas du tout, c'est pas pour moi. Et elle me dit, si, si, et on en reparlera. Et j'avais levé les yeux au ciel en me disant, mais pas du tout. Et en fait, elle avait raison. Et je pense souvent à elle et voilà, de ce qu'elle m'a dit ce jour-là. Et d'ailleurs, ça a été mon premier mentor, Tara. Et après, j'ai rencontré tellement de gens, en fait, qui m'ont fait voir les choses différemment, qui m'ont bousculé, qui m'ont aimé comme jamais. Et l'amour est peut-être le plus grand vecteur d'action dans la vie. Puisque je dis souvent, quand on me demande qu'est-ce que vous avez le mieux réussi dans votre vie, je dis souvent, très souvent, que ce sont mes amis. Parce que je pense bien les choisir. Quand on pense aux sciences, on a cette idée d'une rigueur qui est telle qu'on ne s'accorde aucun pas de côté, qu'on ne s'accorde aucune souplesse. Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. C'est-à-dire qu'on a une rigueur de base
qui est fondamentale pour avancer dans cette science, y naviguer. Alors dans mon cas, ça va être pour créer des modèles, les appliquer et autres. Mais en réalité, il faut beaucoup de créativité. Un scientifique, c'est quelqu'un qui doit être très créatif. Et pour être créatif, en fait, il faut énormément de qualités qu'on a, soit initialement ou qu'on va développer et alimenter au cours de sa vie, et qui sont liées entre autres à la curiosité, qui sont liées à cette transversalité qui pour moi est fondamentale. C'est-à-dire que moi, oui, j'ai fait des études de maths, de physique, de mécanique numérique et autres, mais en réalité, en fait, cette science, elle a du sens parce que je l'applique transversalement dans d'autres disciplines. Donc aujourd'hui, ça va être la médecine. Je l'ai appliqué dans la santé aussi, la médecine pendant très longtemps, dans l'ingénierie, dans la finance, l'économie. Et en fait, même moi aujourd'hui, quand je réfléchis à ma discipline et comment l'appliquer et quel est son impact dans la société et son influence, les opportunités, les menaces, je l'aborde aussi avec des angles que je n'utilisais pas avant. Ça va être la philosophie, la psychologie, la sémiologie, la sociologie et la philosophie politique, par exemple. Et c'est vrai que je pense qu'il faut toujours faire un pas de côté quand on est scientifique pour arriver à avoir ce recul et cet esprit critique face à ce qu'on fait soi-même. Je pense qu'il faut sortir de cette image du scientifique enfermé dans sa bulle, parce qu'un bon scientifique, un bon ingénieur, un bon chercheur, c'est quelqu'un en fait qui ne cesse de regarder à côté pour davantage se concentrer sur le sujet sur lequel il travaille. J'ai fait toute ma scolarité en France. Je suis un peu partie en Allemagne durant ma thèse parce que mon compagnon à l'époque faisait sa thèse en partie là-bas, donc j'allais souvent en Allemagne. Et puis sinon, je suis aux États-Unis depuis 2009. Et c'est vrai que vivre dans un autre pays vous permet de comprendre la culture du pays dans lequel vous habitez, mais aussi votre propre culture d'origine. Et de la même manière, apprendre à parler une autre langue vous permet de mieux comprendre votre propre langue. Et donc, je dirais en fait que de vivre aux États-Unis, ça me permet d'avoir un regard critique sur mon propre pays d'origine, mais aussi sur mon pays d'accueil, à savoir les États-Unis, et vice-versa. Je fais souvent cette comparaison entre les deux pays sur plein de sujets, et ça peut être sur des sujets sociétaux, économiques, politiques, sociaux. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que typiquement sur les questions de diversité et d'inclusion, sur les questions de féminisme, je vois bien qu'on n'a pas la même culture et qu'il y a des choses qui peuvent pas non plus se plaquer d'une culture à l'autre, tout simplement parce qu'on est différent et qu'on a des chronologies différentes aussi d'évolution. On a des menaces, des abus, des dérives des deux côtés. Et souvent, je réalise que lorsqu'on juge la culture de l'autre, c'est qu'en fait, on la comprend pas. Et je pense que le plus bel exemple, c'est la liberté d'expression entre les États-Unis et la France. Parce que la liberté d'expression, en fait, en France, c'est un droit relatif, alors qu'aux États-Unis, c'est un droit absolu. Et du coup, ça donne des perspectives différentes à comment on applique cette liberté d'expression. Aux États-Unis, en fait, on autorise tout. Par contre, aux États-Unis, on est aussi responsable de ce qu'on dit. Et ça, il faut pas l'oublier. Donc souvent, ça crée des incompréhensions et parfois des intolérances d'une culture à l'autre. Donc moi, ce que ça m'a appris, c'est à avoir cette humilité face à la culture de l'autre. Je connais très bien la culture américaine, je connais très bien la culture française, mais en fait, je ne peux pas dire que je connais la culture italienne, anglaise, australienne, certains pays d'Afrique subsaharienne ou encore brésilienne, parce que je n'ai pas vécu dans ces pays. Donc j'essaie d'avoir une sorte d'humilité et de recul, en fait, par rapport à ce qui se passe dans d'autres cultures, ce qui n'empêche pas qu'il y a des choses qui, pour moi, sont de l'ordre des valeurs fondamentales, comme on doit avoir l'égalité et combattre toute forme d'inégalité, que ce soit des inégalités par la loi ou des inégalités de traitement et de considération. De façon très égoïste, en fait, je prends le meilleur des deux cultures, américaine et française, pour tendre vers un consensus qui me va et qui est aligné avec mes valeurs, et qui sont des valeurs où je souhaite que chacun puisse réussir à la hauteur de ce qu'il vaut, que chacun puisse réussir grâce à un système d'accès à l'éducation et d'accès à la santé qui lui permet en fait d'y arriver, l'égalité homme-femme, tous mes pensées, mes valeurs de féminisme libéral que je défends pour permettre aux femmes de réussir, d'être bien traitées, d'être bien considérées à leur juste valeur et à la hauteur de leur talent. Alors c'est intéressant parce que lorsqu'on essaie de décrire le féminisme, ou j'ai envie de dire les gens n'essaient pas d'écrire le féminisme, mais en général ils ont une idée préconçue de ce que c'est, ils ont tendance en fait à s'abstraire de la complexité de tous les mouvements féministes qui par ailleurs tendent vers quand même un objectif commun qui est de donner les mêmes droits aux femmes et les mêmes chances de réussir en combattant les préjugés, les stéréotypes, les mauvais traitements, voire les inégalités par la loi. Cela étant dit, en fait, il y a plein de types de féminisme. Et il y a des féminismes qui sont politisés, d'autres qui ne le sont pas, des féminismes qui s'appliquent différemment. Et moi, souvent, je dis, voilà, je suis féministe libérale
parce que je me considère apolitique dans ma manière d'exprimer mon féminisme et que ce que je veux, c'est que toutes les femmes puissent réussir, peu importe ce qu'elles souhaitent faire. C'est-à-dire que je souhaite que les femmes puissent décider d'avoir des enfants ou pas, puissent décider d'avoir une carrière ou pas. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est propre à leur désir et il ne devrait pas y avoir de choix objectivement correct au regard d'un certain féminisme. Maintenant, c'est intéressant parce que on est à un moment clé de l'histoire de l'humanité où, paradoxalement, les droits des femmes sont très menacés. Il faut absolument que les féministes soient solidaires. Et on observe, hein, des deux côtés de l'Atlantique par ailleurs, qu'il y a une désolidarisation en fait de certains mouvements féministes et que certaines féministes sont les unes contre les autres. Et je pense que c'est pas du tout ce vers quoi il faut tendre. Et je pense qu'il y a un vrai gagnant dans cette désolidarisation, c'est justement ceux qui combattent toute forme de féminisme et qui veulent fermer les yeux sur les inégalités hommes-femmes et autres, ou les mauvais traitements vis-à-vis des femmes et autres. Donc on est quand même dans un grand paradoxe en fait. La parole des femmes n'a jamais été aussi forte et aussi au moment où je vous parle, on a eu l'élection de Trump aux États-Unis et je pense que encore plus fort que l'élection de Trump, c'est l'arrivée puissante de l'influence d'Elon Musk au gouvernement américain, même si on me dit bah non, il va pas être ministre, enfin d'accord, mais il va quand même être à la tête d'un ministère sans avoir le statut de ministre pour éviter les conflits d'intérêts, mais tout ça c'est du titre. Et en fait, Elon Musk, quelque part, il représente, et j'ai énormément de respect pour l'ingénieur, parce que j'ai eu l'occasion de le voir en conférence et parler thermodynamique et de résoudre un problème thermodynamique en live. J'ai beaucoup moins de respect pour l'être humain et en particulier pour le masculinisme toxique en fait qu'il propage et qu'il partage et qu'il exprime sans complexe sur son réseau qui est le réseau X. Et je dis son réseau explicitement parce qu'il en a fait son réseau de communication. Clairement, par son comportement raciste, homophobe, sexiste, misogyne et discriminant en règle générale, excluant, il légitime auprès de tous ces gens qui maintenant se disent que c'est OK, en fait, d'avoir ce genre de comportement. Et je pense que ça, c'est contre ça qu'il faut lutter. En fait, il y a une explosion en fait, d'actes, de propos misogynes, sexistes, racistes, homophobes et tout ce que vous pouvez trouver. Et donc, je pense que c'est un moment qui est compliqué, mais je pense qu'il y a eu des moments peut-être encore plus compliqués dans le passé, hein, donc on va y arriver. Mais voilà, moi, j'ai un féminisme, en fait, qui est, où je souhaite que les femmes soient libres, peu importe ce qu'elles décident de faire. Et par ailleurs, j'ajouterais en fait quelque chose qui, je pense, a fait du mal au féminisme aussi. C'est cette idée que les femmes peuvent tout avoir. Tout avoir voulant dire avoir une carrière professionnelle, être une maman, d'avoir des enfants, d'être en couple, d'être mariée, d'avoir une vie sociale, bon, voilà. We can have it all. On peut tout avoir. Et en fait, j'aime pas du tout cette injonction, puisqu'elle n'est pas du tout une injonction portée vers les hommes. On dit pas aux hommes, vous pouvez tout avoir, quoi. Et moi, pour l'avoir vécu, où j'ai dû à un moment, en fait, diminuer mon activité professionnelle pour me concentrer sur une situation familiale, je pense que c'est compliqué de tout avoir. Et je pense que c'est dangereux de dire aux femmes qu'elles peuvent tout avoir, alors même qu'on ne dit pas aux hommes qu'ils peuvent tout avoir. Et par ailleurs, c'est OK, en fait, à un moment donné dans votre vie, de faire des choix avec votre cœur et votre cerveau, peu importe, mais faire des choix qui, selon vous, sont les meilleurs pour vous et les personnes de votre entourage. Et donc, en fait, je dis ça parce que moi-même, j'ai été dans cette situation et je peux vous dire qu'on peut pas tout avoir et qu'il faut arrêter avec cette injonction qui, par ailleurs, n'est pas envoyée aux hommes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'insisterai et il faut absolument que les femmes déculpabilisent parce qu'après tout, on n'a pas à porter tous les maux du monde sur nos épaules et à s'occuper de tout en culpabilisant en permanence de ne pas arriver à tout faire parfaitement. La perfection n'existe pas. Pour moi, l'audace, c'est du courage. C'est-à-dire, c'est de faire les choses, non pas sans avoir peur, parce que la peur fait partie du courage, mais en étant prêt à assumer les conséquences. Et je dis ça parce que moi, j'ai l'impression qu'on est à un moment critique où il faut beaucoup de courage pour parler, pour défendre les autres, pour faire des choses, pour monter une boîte, pour monter un projet, pour aider l'autre, pour s'occuper de ses enfants. Il faut du courage tout le temps, qu'on soit homme ou femme par ailleurs, hein. Et la peur, c'est aussi cette petite émotion qui nous permet aussi à un moment donné non pas de ne pas avancer, contrairement à ce que certains peuvent dire, mais parce que la peur, elle n'est pas forcément paralysante. La peur, elle peut aussi permettre de faire des choses tout en mitiguant justement les risques parce qu'on en a conscience.
Et le courage, c'est une des valeurs qui, pour moi, est l'une des plus importantes dans la vie. C'est le courage pour soi, mais le courage pour les autres, de parler, de défendre, de prendre parti en ayant conscience des conséquences. Moi, je rêve d'un monde dans le futur où on aura encore plus d'égalité, d'égalité à réussir, à grandir, qu'on aura tous les mêmes chances, qu'il n'y aura plus de comportements sexistes, misogynes, homophobes, racistes. Et clairement, je rêve aussi d'un monde où tous les enfants sont élevés avec ce qu'il faut, à savoir de l'amour. Parce que j'ai réalisé, moi, dans mon entourage, que moi, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'amour. On n'avait pas beaucoup de moyens financiers, mais énormément d'amour et de valeur. Et je pense qu'un enfant a besoin de ça pour grandir. Et je souhaite d'un monde, très naïvement, je souhaite d'un monde où les sujets d'égalité homme-femme n'existeront plus parce qu'on aura atteint ça et qu'on n'en parlera plus, tout simplement. Un monde où tout le monde mange à sa faim, où aucun enfant n'est maltraité et où aucune personne âgée n'est maltraitée non plus. Et ça peut paraître naïf, mais je souhaite que tout le monde soit aimé comme je l'ai été, parce que je pense que c'est le meilleur moteur dans la vie. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui de prendre les meilleures décisions, parce que j'ai un cœur qui a été modelé à travers l'amour que j'ai pu recevoir et qui donc m'envoie les bons signaux pour prendre les bonnes décisions. Je crois qu'il faut pouvoir et savoir. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Vous avez aimé ? Alors faites-le nous savoir en laissant une note. C'est très important pour nous. On compte sur vous. Je remercie Aurélie Jean pour sa disponibilité, son travail et sa gentillesse, Julie Bénard pour le montage et l'habillage sonore de l'épisode, Violaine Vim pour l'illustration, Cristiano Toucas pour le jingle et l'organisme formation-rédactionweb.com qui rend tout cela possible par son soutien financier. À très vite pour un prochain épisode.